de sensibiliser aussi les pêcheurs à promouvoir la pisciculture locale. À Kinshasa, le ministre de la Pêche et l'Élevage s'est rendu à Kinkole, un lieu touristique et mythique où l'on peut déguster à volonté différents goûts de poissons. Et puis un invité dans ce journal, il s'agit de Claude Solange Chibaka. Elle est membre du comité d'organisation du trophée Marthe Tshisekedi Kassalou, femme d'honneur. Avec elle, nous allons parler de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu demain au Fleuve Congo Hotel. Madame Claude, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci, je vous en prie. Je l'ai dit, la situation était insoutenable hier mercredi dans la capitale. Les Kinois ont connu un véritable calvaire pour prendre leur transport en commun. Cela suite au communiqué des autorités provinciales demandant aux conducteurs le respect strict des gestes barrières face à cette troisième vague du Covid-19. Une situation qui a créé la hausse des prix et la rareté du transport en commun. Ce matin, le transport est redevenu à la normale. Nos reporters ont fait le tour de la ville. Leur constat, la circulation routière a été décongestionnée. Anastasie Ndumbo. L'engouement de la population affaiblit dans les arrêts de bus pour se trouver un moyen de transport en commun. Le trafic est redevenu normal à la faveur de l'assouplissement des dispositions dans les taxi-bus, taxis et taxi-motos. Le véhicule jaune était visible sur les principaux acteurs en dépit des embouteillages transportés aux heures de pointe. Et par rapport à la journée d'hier, ce matin, il y avait encore des petites tracasseries, surtout sur les comportements des chauffeurs. Malgré la mesure qui a été peut-être améliorée à propos des 50 jusqu'à retourner à 100, mais les chauffeurs les matins ont maintenu toujours les prix qu'ils ont fait hier. Alors c'est ce qui a un peu tracassé la population les matins. Alors nous allons souhaiter aux autorités de pouvoir vraiment prendre des mesures pour les chauffeurs. Parce que s'ils continuent à terroriser la population, ça ne sera pas une bonne chose. Parce que l'économie du pays dépend aussi du transport. On garde seulement le cache-nez et les distanciations. Vous comprenez? Les mesures, on a toujours respecté les mesures. Avec ça, on est d'accord avec ça. Mais pour le problème du transport, ça nous semble difficile. Comme les gens, nous habitons vers le Tchangou, c'est très difficile pour nous alors. Mais aujourd'hui, quand même, la situation s'est décantée. La circulation est tout à fait normale. Ce que nous appelons à l'État, de nous demander seulement de mettre nos cache-nez, de monter dans des moyens de transport comme d'habitude. Hier, c'était pénible pour tout le monde. Et moi, comme chauffeur, j'ai dû payer le transport pour me déplacer. Sur un itinéraire de 4 000 francs habituellement, j'ai dû débourser 10 000 francs. Un constat, on ne peut plus amer. Le relâchement de gestes barrières a été constaté. Si pour les uns, le port des masques est obligatoire, pour d'autres, les mesures barrières revêtent un caractère facultatif. Par contre, dans la commune de Kimbonseke, les amendes transitionnelles sont infligées aux récalcitrants. Une mesure à valeur pédagogique pour préserver le vie humaine, souligne le commissaire adjoint de la PNC Kimbonseke. Monsieur le gouverneur de la ville a arrêté pour que la police pour que la population a tout ça, a qu'il a il se fait maintenant qu'il y a eu des amendes à payer. Ces amendes n'ont pas été décidées pour renflouer les caisses de l'État, mais plutôt pour contraindre la population au respect strict des gestes barrières. À éviter à éviter que la salle de fête, à éviter un engouement de belé. Pourquoi? Parce qu'un bon citoyen qui se respecte, ceux qui attendent la mise sur la poche et qui attendent la visite qui n'a pas son nom sous tout La troisième vague du coronavirus s'annonce virulente. À la population de respecter le geste barrière et la police de faire subir la rigueur de la loi aux récalcitrants.
Entre-temps, le virologue Jean-Jacques Muyembe continue à sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières, des guéris du Covid-19. Le coordonnateur de l'équipe de riposte contre le coronavirus affirme que cette pandémie demeure un défi de santé publique pour toute la communauté, y compris pour ceux qui sont en première ligne dans la riposte. Pati Tongango et Bobette Yenga. Après s'être protégé contre les 2 premières vagues de la Covid-19, le professeur Dr Muyembe Tanfoum n'a pas échappé à la 3e vague. Il explique les circonstances de sa contamination. Je suis vraiment au fond. Donc j'ai été en contact avec plusieurs cas symptomatiques et asymptomatiques. Je suis atteint. Ce n'est pas une exposition professionnelle. C'est plutôt une exposition familiale. On était en réunion en famille. Je crois au total on était 5. Et parmi les 5, il y a 2 qui étaient vaccinés. Ceux qui étaient vaccinés n'ont pas développé la maladie. Tandis que nous 3 là, qui n'étions pas encore vaccinés, et les symptômes ont commencé à apparaître. Covid-19, une expérience difficile, surtout pour les personnes avec comorbidité. Le président du comité de la riposte contre cette pandémie est un témoignage vivant. La Covid, ça m'a vraiment terrassé. On m'a fait le scanner et c'est le scanner qui a montré que mes poumons donc, étaient atteints à 40%. Donc mon test PCR était donc positif aussi. J'ai préféré être hospitalisé ici à Kinshasa et j'ai demandé qu'on m'amène à mon collègue. La RDC a fait ses preuves dans la prise en charge de plusieurs épidémies comme Ebola et actuellement Covid-19. Le professeur Muyembe rassure. Moi, je ne vais pas quitter le Congo où la mortalité est faible pour aller me faire soigner aux États-Unis. D'abord, j'arrive là-bas comme un inconnu. Pour moi, c'est la leçon que nous devons tirer, que je tire, n'est-ce pas, de cette épidémie. C'est que nous avons acquis une certaine expérience, une certaine maîtrise dans la prise en charge, n'est-ce pas, de cette épidémie. La vaccination demeure le meilleur moyen de prévention et le respect strict des gestes barrières, un rempart efficace de lutte contre cette pandémie. Personne n'est à l'abri du coronavirus. Le mieux, c'est de se protéger comme l'exigent les autorités sanitaires. Le Premier ministre a reçu le coordonnateur du comité laïque, le professeur Isidore Ndaïwel, venu lui apporter son soutien depuis son avènement à la tête du gouvernement. La transformation du numérique en RDC, un des sujets au centre des entretiens avec la direction générale de Huawei Technologies. Juste après, Jean-Michel Samalou Kondé a reçu le premier président du Conseil d'État avec qui ils ont parlé de la construction du nouveau palais de la justice. Suivez ce condensé de Pati Tongango et Marcel Moubenga. Cimetière de Kassavubu, terrain choisi pour ériger un immeuble de 7 étages devra abriter le nouveau palais de justice de la République démocratique du Congo en remplacement de l'ancien. La matérialisation du projet de construction de cet édifice rencontre quelques difficultés, raison pour laquelle le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a échangé avec le premier président du Conseil d'État Vundoa Tepe Mako. Tout a été fait à notre niveau, presque tout. Il reste encore certains points, 3 points sur lesquels on devait trouver une solution. Et le Premier ministre a accepté de nous accompagner. Et je crois que si tout va bien, même la fin de cette année et avant la fin de l'exercice ici, eh bien nous aurons un nouveau palais de justice digne de notre pays. Et ça, je crois que pour le pays, pour la première fois, le président ici sera honoré d'avoir doté le pays d'un palais de justice digne au pays. Chaque haute cour judiciaire devrait en principe avoir un palais de justice en renchéri. Les premiers présidents du Conseil d'État ont été associés à la rencontre quelques membres du gouvernement et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. La transformation du numérique en République démocratique du Congo, Huawei Technologies, veut accompagner le gouvernement Sama. Son directeur général Lu Jinping, reçu par le Premier ministre, a expliqué les plans stratégiques de cette entreprise de télécommunications.
Le coordonnateur du comité laïque de coordination, le professeur Isidore Ndaïwel, a fait part au chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, qu'il a reçu en audience ce jeudi 24 juin, de 3 défis que le gouvernement doit relever actuellement, parmi lesquels la lutte pour la relance économique et sociale. Le comité laïque de coordination est venu saluer son Excellence le Premier ministre, l'a encouragé dans ses efforts de répondre à 3 défis majeurs. L'effort de la restitution de l'autorité de l'État, mais aussi la lutte pour la crédibilisation des prochaines élections. Ces réactions sont très encourageantes et nous espérons vraiment qu'il va y avoir du renouveau dans ce cadre. Pour le professeur Isidore Ndaïwel, il est important pour les CLC d'être en contact non seulement avec les évêques, mais également avec le pouvoir public. L'eau devenue une denrée rare dans la cité Mama Mobutu, une situation qui a perduré depuis 2020, un calvaire pour les populations de la commune de Selembao où l'eau coule du robinet tous les 3 à 4 mois. Un cri d'alarme est lancé à l'endroit des autorités compétentes pour trouver une solution heureuse. Gina Wabiwa. Cette situation est récurrente depuis 2020. L'eau est de plus en plus rare pour les habitants de la cité Mama Mobutu qui passent de jours, voire de semaines, sans que l'eau ne coule. Nous achetons un bidon de 25 litres d'eau à 200 francs congolais et il faut payer la moto. C'est une situation difficile. Nous n'avons pas d'eau. Nous souffrons terriblement. Que nos autorités interviennent. Cette situation est similaire dans plusieurs autres quartiers, notamment à Bianda, Mitendi et à la Cité Verte. Tous les moyens sont bons pour aller à la recherche de cette denrée précieuse, comme ces jeunes garçons obligés de braver des obstacles pour avoir de l'eau, car l'eau c'est la vie, dit-on. Et pourtant, l'eau est indispensable dans la lutte contre le coronavirus. Pas de lavage de mains sans eau. C'est donc une équation pour la population qui doit respecter les gestes barrières et en même temps chercher de l'eau pour combler ses besoins quotidiens. Cette situation se généralise de plus en plus dans la capitale quinoise. C'est donc un paradoxe pour la République démocratique du Congo avec ses nombreux cours d'eau douce. La question mérite une bonne place sur la table des autorités compétentes afin de protéger la population contre les maladies hydriques. Où en est-on avec les travaux de construction du nouveau répartiteur ouest de la Société nationale d'électricité de la province du Lualaba? La crise sanitaire a eu un impact négatif sur les travaux. Néanmoins, l'ouvrage est fini. Il reste juste quelques dernières petites touches pour que l'ouvrage soit livré aux autorités. Cédric Kenina et Yvette Makontima. Des travaux titanesques qui consistent à la construction d'un nouveau répartiteur ouest dans la province du Lualaba. Pour une durée de 2 ans, lancés vers la fin de l'année 2019, ces travaux de construction de ces postes de sectionnement dont la puissance initiale est de 300 MW devraient en principe prendre fin au mois de mai 2021. Un ralentissement dû aux problèmes liés à la logistique et ce, à la crise sanitaire. En dépit de ces contraintes, une grande partie a été déjà réalisée. Les ouvrages de génie civil et autres restent que les derniers réglages. Nous sommes maintenant à l'étape du montage des structures métalliques et des équipements électriques. Et après ça, il y aura le commissioning, la mise en service et on aura alimenté les différents départs. Et on aura une arrivée en 220 venant du poste SNK. C'est un poste de sectionnement pour voir la puissance, il faudra qu'il y ait beaucoup plus de transfo. On s'est transité jusqu'à
à 450 MW sur ce poste, sur le jeu de bas, x2. Cette réalisation rentre dans la droite ligne du partenariat public-privé initié par la Société nationale d'électricité SNEL SA pour la réhabilitation et modernisation du réseau des transports et distribution, financé par l'entreprise minière Kamoa Coopers SA, exécuté par Simon Siri Group avec l'ingénieur conseil chargé du suivi des travaux Stuki. Pour le bon fonctionnement de ces nouveaux répartiteurs, la maintenance s'avère indispensable pour améliorer les services dans la fourniture de l'énergie électrique. On ne devrait payer que ce qu'on aurait réellement consommé. Ce dicton fait partie d'une motivation de l'étude lancée sur la tarification de l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Depuis ce jeudi, un atelier réunit tous les opérateurs du secteur de l'électricité pour l'élaboration des modules adaptés et pratiques sur le format tarifaire à proposer. Marie Kalong. Libéralisation des activités du secteur de l'électricité et l'ouverture des marchés aux opérateurs et investisseurs privés décidés par le gouvernement nécessitent une meilleure coordination. Parmi les problématiques à résoudre figure la tarification de l'énergie électrique. Avec le financement de la Banque mondiale, l'État congolais par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité a initié une étude devant dégager des modèles tarifaires qui conviennent aux réalités du pays. Cet atelier lancé ces jours et qui réunit tous les opérateurs du secteur public et privé autour du régulateur permettra aux consultants nodalistes de mettre à la disposition de l'autorité de régulation de l'électricité des modèles adaptés et pratiques sur le format tarifaire qui permettront entre autres de proposer un régime fiscal et parafiscal spécifique susceptible d'inciter les opérateurs à investir dans le secteur. Le représentant du ministre Olivier Mwenze-Moukaleng des Ressources hydrauliques et électricité a rappelé à l'assistance l'une des finalités de cet atelier, celle de la proposition des méthodologies de calcul des coûts de transit sur les réseaux du transport, notamment pour l'accès des tiers au réseau national. Et pour le coordonnateur de l'UCM, M. Mundou, structure qui a organisé ces assises, le cabinet devra réfléchir sur la possibilité du maintien d'une fiscalité pouvant permettre à la majeure partie de la population d'accéder à l'électricité, un droit constitutionnel garanti. D'autres participants à ces assises ont interagi par visioconférence pour justement éviter la propagation de la pandémie à Covid-19. Ce jour dans la ville de Goma, l'ambassadeur américain a visité le site d'approvisionnement d'eau de Caritas du groupement Muningi. Ce site sert de centre d'approvisionnement justement, comme je l'ai dit, aux victimes du volcan Nyiragongo. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Il est 10h heure locale à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, quand l'ambassadeur des États-Unis, Michael Hammer, foule les sites d'approvisionnement en eau potable de Don Bosco Ngangi dans le groupement Muningi. Un site aménagé par la Caritas Goma, une structure de l'Église catholique évoluant dans l'humanitaire et chargée de projets de développement. De par sa mission, celle de soulager les souffrances des populations, la Caritas Goma s'est engagée dans les installations des sites d'approvisionnement en eau potable aux sinistrés retournés de l'éruption volcanique, et c'est dans le projet amélioration de l'accès aux services d'eau, hygiène et assainissement pour les populations affectées par l'éruption volcanique du Nyiragongo, financé par l'USAID via l'UNICEF. Après une brève explication sur l'organisation du site et du comment l'eau est traitée car prête à la consommation dans le ménage, la visite a débuté et l'on a pu voir l'ambassadeur s'entretenir directement avec les bénéficiaires et s'effondre ainsi dans la foule. Les États-Unis, à travers notre agence d'assistance, USAID, et notre partenaire, l'UNICEF, Caritas et les autres, sont prêts toujours à aider les populations qui sont vulnérables quand il y a un désastre comme l'éruption de Nyiragongo. Et je suis venu aujourd'hui pour voir comment on peut aider et donner de l'assistance avec
la coopération à travers le gouvernement congolais, parce que c'est une question toujours humanitaire d'essayer d'aider les personnes qui ont des besoins. Et l'eau, c'est essentiel et pour prévenir aussi le choléra et des autres maladies. Et je suis très heureux que les États-Unis peuvent soutenir ces efforts. On le fait par tout le monde, mais ici en RDC, il y a beaucoup de besoins, et spécialement après une éruption comme ça. C'est nécessaire de montrer l'amitié entre notre peuple. Au moins 1666 ménages, soit 9996 personnes, sont servies par jour, en croire les gestionnaires du projet à la Caritas Goma. La province du Lualaba compatit avec les sinistrés de la ville de Goma. Une soirée de collecte des fonds a été organisée mercredi par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka. Un reportage de la RTNC Lualaba. Initiative qui vient répondre à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi vise à renforcer la cohésion nationale en soutenant financièrement et moralement les compatriotes frappés par ces drames. Au nom du gouvernement provincial, Masuka Senififi a débloqué une somme de 5 000 $ américains et 15 000 $ à titre personnel pour la construction des 10 maisons. Masuka Senififi a invité les Lolabés à privilégier l'intérêt patriotique et à s'impliquer davantage pour assister ces populations. On a vu des gens partir avec des bidons jaunes, non pas sur la tête mais sur le dos. Ça fait très mal. Je pense que si les autres, nous avons vu des avions atterrir à Goma, venant du Kenya, venant de l'Afrique du Sud, alors pourquoi pas de Lualaba? Des membres du gouvernement, députés provinciaux, entreprises minières, opérateurs économiques ainsi que d'autres personnalités ont emboîté les pas de la chef de l'exécutif provincial. 1 million de francs par député parce que l'Assemblée compose 20 députés. Le petit geste de chaque ministre, mais tout le gouvernement mis ensemble, il m'a été communiqué un montant de 500 $ par ministre que nous allons devoir donner. Le prince Maman Kikwembe offre 30 pannes à ces femmes-là qui sont venues. Maman Kikwembe. Ces fonds collectés devront être envoyés au gouvernement central avant la destination des Goma. Les responsables d'entreprises, personnalités et autres souscripteurs se sont livrés à la presse pour donner les raisons profondes de leurs gestes. Je suis ému de joie. Voyez nos frères de Goma est en train de souffrir. Comme nous avons invité de passer, venir soutenir les enfants de Goma, nos parents, nos frères, je me suis dit non, il faut contribuer, même la Bible dit ça. Les députés élus de la province du Nord Kivu sensibilisent la population de Béni à collaborer avec les forces armées congolaises pour barrer la route aux ennemis de la paix. Suite à l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce caucus des députés invite aussi la population à se familiariser avec le nouveau gouverneur militaire nommé par le président de la République, Sylvie Mwembo. L'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été salué à sa juste valeur par les habitants de Béni, l'un des territoires de la province du Nord Kivu. Longtemps meurtrie par les affres de la guerre, cette population a été sensibilisée sur l'importance de cet état de siège par le député national Paul Mouindo Vaumawa. Les habitants de Béni, Boulongo, Mutuanga, Kassindi et du secteur Rwenzori avaient reçu le message du président de la République par l'entremise de l'élu de Béni, celui de faire confiance aux FARDC et aux services de sécurité en vue de dénoncer tous les ennemis de la République. Ces militaires que vous voyez ici, nous vous prions de travailler avec ce dernier en leur fournissant toutes les informations. Chers militaires, nous, les autorités civiles, nous vous avons confié toute l'autorité. Nous vous prions de tout faire pour barrer la route à l'ennemi du peuple congolais. La population du secteur de Rwenzori a remercié le chef de l'État pour son implication au retour de la paix dans cette partie du pays. Reconnaissons votre travail dans la représentation de ce peuple longtemps meurtri. Au Parlement, nous vous invitons de ne pas baisser les bras pour solliciter l'implication directe du chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême de notre armée, pour que ce phénomène ADF cesse de parler de lui dans le territoire de Béni en général
et dans le secteur de Rwenzori et les communes de Boulongo et de Loumé en particulier. Aussitôt rentré à Kinshasa, le député national Paul Moïndo a été reçu par la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia pour solliciter la prise en charge des élèves finalistes de Béni par le gouvernement central. Lutte contre le paludisme, le gouverneur militaire Johnny Luboya lance une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés, une campagne initiée par l'association Sans Roue pour le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. À travers cette distribution, il est possible d'éradiquer complètement le paludisme dans la province de l'Ituri. Reportage. Sont d'assurer la protection intégrale de la population de l'Ituri. Le gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Nkashoma Johnny, a officiellement donné le go à la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides afin de lutter contre la malaria. Selon le chef de division provinciale de la santé, environ 2 millions de ménages sont attendus dans 36 zones de santé qui comptent l'Ituri pour cette distribution qui se fera de porte à porte par l'ONG IMA. À l'autorité provinciale d'appeler toute la population de sa juridiction à recevoir ces moustiquaires et à les utiliser de façon rationnelle. C'est une opportunité pour les ménages d'obtenir leurs moustiquaires afin de se protéger contre la malaria. Chers parents, la malaria tue. Dès que vous êtes servis, aérez votre moustiquaire à l'ombre pendant 24 heures. Installez-la sur votre couche ou lit et dormez chaque nuit sous la dite moustiquaire pour vous protéger contre les piqûres de moustiques qui transmettent la malaria. S'agissant de zones encore affectées par les troubles, le lieutenant général Luboya Nkashoma Johnny rassure que toutes les dispositions ont été prises pour faciliter le déroulement de cette campagne. J'ai instruit la police d'être toujours présente et d'accompagner toutes les équipes et être dans les milieux qui sont insécurisés. De sorte que et le trinôme qui va descendre dans les quartiers soit sécurisé et même les moustiquaires imprégnés elles-mêmes soient sécurisées. Notons que la malaria est considérée à ce jour comme étant l'une des maladies les plus meurtrières à la République démocratique du Congo. La province de l'Ituri n'est pas épargnée de ces dégâts, d'où l'engagement et la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashoma Johnny, de lutter contre cette pathologie au même titre que le Covid-19. Plus de 250 mois d'impayement à la société congolaise de chemin de fer Où est les fleuves. Les travailleurs ont mis la clé sous le paillasson, faute de financement. Une autre entreprise, c'est la Sokimo, qui peine aussi à naître de ses cendres. Ces entreprises publiques plaident pour une intervention de la ministre d'État en charge du portefeuille qui leur a promis une issue heureuse. Angèle Mabiala et Lynn Toumba. La société minière de Kilomoto est en cessation de production d'or. Elle ne vit que de rentes payées par ses partenaires miniers qui sont insolvables depuis 2012. La Sokimo ne profite que de la production artisanale réalisée par les opérateurs de petites et moyennes entreprises. Son comité de gestion, qui est dans les cours et tribunaux avec Kibali Mining, appelle la ministre d'État en charge du portefeuille à s'impliquer pour que justice soit faite. Qu'est-ce qui reste de la Socidaire de Maluku aujourd'hui, vu que ces produits ne se trouvent plus sur le marché? Rien du tout, répond le président du comité de suivi. Mutombo Sonsola attend l'intervention de la princesse Adel Kaïnda pour que des solutions idoines soient trouvées. À la société congolaise de chemin de fer Où est les fleuves, les infrastructures sont obsolètes et délabrées. Une voie ferrée écartée des 0,60 mètres et non adaptée à l'ère du numérique. Les matériels et équipements constituant l'outil de production sont vétustes. Tout cet appel de détresse. Ma prière est que ce qui a commencé aujourd'hui ne s'arrête pas encore de madame. Que votre attention soit particulière à nous, qui est oublié. Parce que les gens croient que non, madame, j'ai déjà tout chez moi. Parce que ma mort aujourd'hui, en tant que chemin de fer du Nord là-bas, a entraîné beaucoup de sociétés qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Sociétés aujourd'hui n'est plus fonctionnelle. C'est moi qui ai mis le coton. Et boum, le café que les ailes avaient fait autant, c'est moi qui ai fait le café, le caoutchouc, le verre, tout ça, tout le monde là-bas. Et puis aujourd'hui, madame, votre information, aucun pays au monde s'est développé sans l'agriculture. Mon chemin de fer est essentiellement à vocation agricole. Avec toutes ces entreprises publiques au bord de la faillite, la princesse Adel Kaïnda promet de s'investir à fond.
Et puis, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, veut imprimer une autre image de la partie Est de la République démocratique du Congo. Il a échangé aujourd'hui à Goma avec les opérateurs économiques, membres de la FEC Nord Kivu, sous les acquis de l'état de siège. Reportage Jessica Bassélé. Les changements du narratif de la République démocratique du Congo en général et celui de la province du Nord Kivu reste le cheval de bataille du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. C'est mercredi 24 juin 2021. Patrick Mouyaya Katembwe était devant les hommes d'affaires réunis au sein de la Fédération des entreprises du Congo Nord Kivu. Pour le porte-parole du gouvernement Samalou Kondé, la province du Nord Kivu, cette province, considérée comme une province de guerre, groupes armés et viols, faudrait donner une autre image car elle regorge plusieurs champions. La discussion avec eux a porté sur la nécessité pour nous d'établir un cadre de collaboration pour nous assurer que nous commençons à communiquer sur nos victoires, à communiquer sur nos acquis, plutôt qu'à laisser les autres communiquer sur nos défis, parce que finalement, les défis, nous les avons, nous les surmontons et nous essayons d'utiliser tous les mécanismes qui sont à notre disposition pour le faire. Avec différents conflits et massacres, le changement du narratif est plus qu'une nécessité et les hommes d'affaires de cette province sont prêts à accompagner le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias. Les armes peuvent se taire, mais si la pauvreté demeure, le problème n'est pas réglé. C'est important qu'on commence à réfléchir en termes de narratif. C'est-à-dire si demain, les Kivusiens vont reconstruire les routes de dessert agricole, vont retourner dans les champs de café-cacao, vont refaire les usines à thé qui ont été détruites à l'époque et tout ça, vous devez comprendre qu'à la fin, ça sera un changement de l'image de la province, mais ce changement-là, en fait, existe déjà. La Fédération des entreprises du Congo, un secteur privé très dynamique, le fait d'être loin de l'administration centrale a poussé à la résilience et à une prise en charge. Voilà, je reviens sur mon invité, Madame Claude Solange Chibaka, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Voilà, je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation du trophée Marthe Tshisekedi Kassalou. Vous organisez une soirée demain de remise de trophées. Justement, plusieurs femmes se sont distinguées dans différents domaines, certaines même aux côtés de la République. Pourquoi avoir choisi Madame Marthe Tshisekedi ? Madame Anita, je veux d'abord vous remercier de m'avoir accordé la parole ici sur ce plateau. La première des choses, je voudrais d'abord vous parler de ces concepts. Juste en 2 mots. Oui, rapidement parce que nous courons derrière le temps, madame. Et voilà. D'accord. On dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Alors nous, à l'initiative de l'ISADEL, l'ISADEL c'est une organisation non gouvernementale qui s'occupe des femmes et des enfants, qui soutient les femmes et les enfants. Nous avons dit les trophées ici, il doit avoir une portée internationale. Alors c'est pour honorer et soutenir toutes les femmes sans distinction de race, d'origine, de toute autre considération, mais qui se seraient distinguées derrière de grands hommes, les hommes qui ont écrit l'histoire de l'humanité, en termes politiques, scientifiques, culturels et même j'en passe. Voilà. Donc ces trophées-là, il a un caractère international. C'est-à-dire, il ne va pas primer que les femmes congolaises. Il est du Congo, l'initiative du Congo, il va vendre l'image du Congo parce que nous avons les partenaires. Voilà, allez-y, madame. Parce que nous avons les concours du ministère et du genre et de la famille, et en plus, l'accompagnement de l'UNESCO, parce que nous voudrons, à l'instar du prix Nobel, que ces trophées soient classés au niveau du patrimoine immatériel. Voilà, au niveau du patrimoine immatériel, Madame Marthe Tshisekedi a quand même lutté plus de 38 ans. Pourquoi la primer maintenant, rapidement? Voilà, vous savez, 35 ans près, 35 ans de sacrifices, des souffrances, d'abnégation. Mais voilà, je pense qu'il est temps. Il est temps. On a attendu 35 ans, elle est restée constante dans son combat, dans la lutte derrière son mari. Je pense que ça vaut la peine. D'accord. Ça vaut la peine. Voilà, Madame Claude Solange, est-ce que vous avez un dernier mot à transmettre à tous nos téléspectateurs qui vous suivent? Ces trophées et l'initiative d'Elisabeth, quand on a un bébé dans son ventre, il est pour sa maman. Une fois que le bébé est sorti, il est pour tout le monde. Ces trophées est pour tous les Congolais. Nous devons nous approprier ces concepts de ces trophées et l'amener ici notre pays dans le concert des nations à travers ces trophées. Parce que ces trophées vont représenter le Congo. C'est les armoiries et
le drapeau du Congo qui va être vendu dans le monde entier. Ça va primer pas que les femmes congolaises, même les femmes d'ailleurs. Les femmes d'ailleurs. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Madame Claude Solange Tibaka. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation du trophée Marthe Tshisekedi Kassalou. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup. Mais je vais vous faire un petit clin d'œil sur votre anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame. Beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup, Madame. Que toutes les faveurs vous soient accordées. Merci beaucoup, Madame. Merci. Au revoir. Au revoir. La journée nationale du poisson est célébrée chaque 24 juin en République démocratique du Congo. Une journée qui permet de révaloriser les acteurs de la filière pour les sensibiliser à la protection des ressources naturelles et promouvoir la pêche locale. Pour la journée de ce jeudi, le ministre de la Pêche et l'Élevage s'est rendu à Kinkole pour célébrer cette journée du 24 juin. Edith Chala. C'est la 54e édition de la journée nationale du poisson en République démocratique du Congo. Pour cette année 2021, pêche et agriculture, facteurs de la relance économique, est le thème qui sous-tend la réflexion qui doit être menée. Il est incompréhensible que des poissons meurent de vieillesse dans les rivières et lacs congolais, que le plateau continental ne connaisse aucun bateau de pêche battant pavillon congolais, mais que les poissons importés, imbibés de quantités incommensurables de produits chimiques, envahissent les marchés congolais. Célébré au quartier Kinkole en Sélé, l'occasion a permis au ministre de la Pêche et l'Élevage, Adjien Boukele Djema, de s'entretenir avec les acteurs. La pêche doit avoir des saisons pour laisser place à la reproduction. Une réglementation s'impose. Les revendications des pêcheurs ont été entendues par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui les recevait le 7 mars dernier. Pour ce 24 juin, il leur a fait un don de filet, 7 moteurs de hors-bord, hameçons, dont un échantillon a été remis au président des pêcheurs par le ministre Adrien Boukele Djema. En ce qui concerne le port par exemple, le port est déjà là, déjà délimité, donc il reste quelques dispositions légales pour qu'on remette le port aux pêcheurs. Bon, ce que nous allons devoir faire, c'est d'organiser au niveau du port ce que nous appelons un débarcadère intégré, où il va y avoir un petit marché, il va y avoir la chaîne de froid, un petit dispensaire, où vraiment les activités des pêcheurs vont se faire. Une photo de famille a scellé la fin de la cérémonie dans le strict respect des gestes barrières contre le coronavirus. Patriotique 2023 a tenu un point de presse pour passer en revue l'actualité politique de l'heure, au cours duquel Stephen Bikai, autorité morale de cette plateforme politique, se projette dans l'avenir et propose une plateforme électorale pour 2023 qui va soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dichala. Comment apporter de l'eau au moulin du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il réussisse son mandat en faveur du peuple? C'est la réflexion que mène le Front patriotique 2023 de Stephen Bikai. Au cours d'une conférence de presse qui a passé en revue toute l'actualité politique du moment, des députés aux élections de 2023, avec la récente loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, rien n'a été oublié. L'ancien ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale et député national, Stephen Bikai, projette l'avenir et pense que le chef de l'État devra, pour les prochaines élections, mettre en place une plateforme électorale. L'Union sacrée dans nation, c'est une organisation politique pour la gestion du pouvoir pendant un temps. Le Front patriotique 2023 demande au président de la République de pouvoir mettre sur pied une plateforme électorale pour lui et pour sa famille politique pour 2023 et qui va travailler pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Le Front patriotique 2023 pense également que la suppression de certaines institutions peut permettre la mobilisation des ressources pour plus de social pour la population. Voilà, bouclons ce journal avec ce communiqué sur la cérémonie du trophée Marthe Tshisekedi Kassalou, femme d'honneur. La Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves l'ISADEL informe tous ses distingués invités à la cérémonie du 25 juin 2021 à l'hôtel du Fleuve que les mesures barrières arrêtées dans le cadre de la Covid-19 seront de stricte application à l'entrée comme dans la salle durant toute la cérémonie.
C'est un communiqué signé Joseph Godet-Kayembe, président du conseil d'administration de la Lisadel. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Tout part de là, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Banque se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. Disparaissent, la primature et ses environs, et c'est pour la simple raison qu'une forte érosion s'était déjà attaquée aux fondations de toute la berge. Nous sommes à la commune de la Gombe. Grâce à une forte mobilisation des riverains, mais aussi de l'autorité, une solution a été trouvée grâce à l'implication de la Congolaise des constructions. Un ouf de soulagement à la clôture de travaux intervenus sur ces sites. Bonaventure Moutonchi, directeur général de la Congolaise de construction, n'a pas caché sa joie de voir le danger écarté. Très bon ouvrage avec nos techniciens congolais. Vous savez, on a travaillé ici à côté du fleuve. C'était déjà un très grand handicap que nous avons pu réaliser un ouvrage avec beaucoup de technicité et en un temps record pendant la saison de pluie. Et il y a eu un accident zéro. Donc c'est ce que j'ai un sentiment de satisfaction d'avoir réalisé un bon ouvrage qui a sauvé les riverains. Vous savez,